Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va traiter aujourd'hui des 20 canaux d'acquisition en 2024 qu'il faut privilégier quand on lance une entreprise, quand on lance une stratégie digitale ou tout simplement en rythme de croisière quand on a vraiment besoin de dynamiser, diffuser et avoir des nouvelles sources d'acquisition de trafic mais également de nouveaux clients. Je vous laisse donc d'ici quelques minutes avec toute une liste que j'ai répertoriée ici et que je vais vous détailler qui sont donc les 20 canaux d'acquisition pour 2024. Alors voilà, on va commencer par les éléments digitaux. Mon métier, c'est quand même plus le digital, même si en 2024, évidemment, il faut être omnicanal et c'est pour ça que je vais d'abord vous détailler les objectifs digitaux, puis dans un deuxième temps, les objectifs physiques. J'ai un peu de mal à le dire. Et enfin, des objectifs un petit peu plus omnicanaux, mais vous verrez que je vais souvent vous dire quand on parle d'un canal, pourquoi justement il peut être omnicanal et dans quelle mesure. Évidemment, les canaux d'acquisition, ils sont à tous les niveaux, que ce soit en awareness, en considération ou en conversion. Pour le coup, le awareness, c'est la notoriété, ça veut dire en haut de tunnel. La considération, ça veut dire que la personne, elle s'intéresse un petit peu plus à vous. J'ai déjà fait une vidéo dessus, n'hésitez pas à y vous référer pour savoir comment est-ce qu'on pouvait avoir des personnes qui nous considéraient. Et enfin, au niveau de la conversion, il y a des spécificités là-dessus, je le préciserai pour toutes les actions. Commençons par un prérequis d'une manière générale avant de vous lister tous les canaux. C'est important de savoir que les landing pages, les pages d'atterrissage, là où vous envoyez le trafic, elles doivent être optimales. Et pour le coup, je vous réfère à plein de spécialistes en landing page, mais également à nos contenus qu'on va pouvoir intégrer au fur et à mesure dans des formations qu'on lance justement dans quelques jours. La landing page, elle doit être vérifiée, elle doit être optimisée, elle doit être testée de manière régulière. Pour ceci, on utilise un maximum d'outils tels que Google Analytics, mais également Hotjar, également les outils de workflow ou de test AB. Et pour le coup, on est vraiment obligé d'utiliser ces outils, travailler en test and learn pour la faire progresser cette landing page parce que évidemment c'est pas le fait de par exemple lancer des Google Ads qui va nous dire qu'on va réussir nos Google Ads. La campagne c'est une chose, la page d'atterrissage pour obtenir le trafic et les conversions c'en est une autre. Et donc pour le coup c'est un prérequis que je préfère dire en préambule parce que il y a des gens des fois ils veulent juste l'élément, le canal, travailler avec nous sur le canal, mais à côté de ça ils ont une page d'atterrissage ou un élément d'arrivée qui n'est pas bon. Donc très important de le repréciser et de fonctionner toujours en CRO, donc en Conversion Rate Optimization, à savoir donc l'optimisation de cette conversion de manière régulière sur du test and learn. Maintenant que c'est dit, je continue et je passe cette fois-ci à ce qui vous intéresse, les canaux d'acquisition. Donc le premier, le canal d'acquisition qui est à privilégier sur du long terme, le SEO, autrement dit référencement organique ou référencement naturel, ça se travaille à plusieurs moments, ça se travaille avant la conception d'un site, ça se travaille aussi pendant la conception d'un site avec des métadonnées, ça se travaille après au niveau du netlinking, mais également tout au long de la vie du site web. Et là, je peux prendre l'exemple récent d'une cliente qui revient me voir 2 ans après, parce que ce qu'on avait mis en place il y a 2 ans qui avait donné de forts résultats ne fonctionne plus aujourd'hui. Donc il faut réfléchir la sémantique par rapport à la concurrence, mais également par rapport à son marché, ses prestats et d'une manière générale comment elle se positionne. L'avantage c'est qu'on avait travaillé avec elle le netlinking de son site web, donc ça reste, ça perdure, elle a une bonne autorité de domaine, mais pour le coup tout le reste c'est à revoir. Deuxième élément, le SEA, donc le Search Engine Advertisement. Dur à dire peut-être parfois. Là pour le coup on est plutôt sur les Google Ads, Bing Ads et Yahoo Ads éventuellement. Donc l'achat de mots-clés dans la plupart du cas. Alors Google Ads c'est pas que de l'achat de mots-clés, on va être honnête, c'est aussi Google Shopping, c'est aussi Google Display, c'est aussi Waze, c'est aussi Google Maps. Bref, il y a plein d'options sur les Google Ads et là pour le coup comme je l'ai dit, les campagnes sont importantes. On va pas faire des campagnes dès le départ avec un objectif de conversion. On va d'abord compiler de la data, essayer d'analyser justement comment le trafic fonctionne sur le site, comment les gens apprécient ou pas le site web et la landing page. Focus sur ce que j'ai dit au départ et vous permettre de bonifier tous ces éléments-là de manière régulière. Les Google Ads, ça donne des résultats à court terme, mais pas que. C'est-à-dire que oui, pendant les campagnes, vous allez avoir un flux qualifié si la campagne elle est bien faite vers votre site web. Vous allez avoir des personnes qui vont peut-être vous contacter, même si ce n'est pas des objectifs de conversion. Je vous ferai des vidéos sur les Google Ads dans le futur. Et pour le coup, on va faire peut-être plusieurs Google Ads avec plusieurs objectifs pour aller de plus en plus près vers le bas de tunnel au fur et à mesure. Mais les premières Google Ads, vous allez me dire oui mais ça sert à rien de payer des Google Ads si on n'a pas de retour de conversion dès le départ. Oui mais le problème c'est qu'on ne peut pas savoir à l'avance comment vont se comporter les personnes sur la landing
landing page. Donc ces Google Ads, non seulement elles vont permettre de mieux affiner un petit peu l'intention de recherche, essayer de comprendre mieux l'utilisateur, avoir voilà, des insights sur comment est-ce que les personnes arrivent sur vos annonces et si elles les cliquent et si elles arrivent sur votre site, mais également évidemment sur le site comme j'en parlais en préambule. Donc on ne peut pas dire faire des Google Ads c'est en one shot et ça marche. Oui, ça peut marcher, ça va marcher si on sait bien les faire sur un laps de temps court. Ça va aussi aider un petit peu le SEO à première vue plutôt, en tout cas ça va permettre à Google de savoir quelles sont les personnes qui arrivent sur ces pages et lui donner du trafic et faire comprendre à Google vraiment quelle est l'intensité de ce qui est dit sur ces pages. Donc même si ce n'est pas du SEO intrinsèquement, ça aide quand même sur le long terme, encore un peu après, à faire ranker ces pages un petit peu mieux que ce qu'elles étaient avant les Google Ads. Troisième élément, le SMO. Alors le SMO, ça fait l'objet de plusieurs vidéos que j'ai fait dans le passé. Évidemment, c'est l'animation des réseaux sociaux. Pour le coup, faites attention là-dessus. C'est un levier d'acquisition, mais qui est absolument très peu tourné vers la conversion. C'est-à-dire que c'est soit vers de l'engagement des communautés, la fidélisation, de la notoriété, ok, un peu de considération, mais c'est rare d'avoir de la conversion. Pour le coup, le SMO, bah oui, ça permet voilà, de travailler vos audiences de manière longue et voilà, de prendre le temps vraiment de se constituer des communautés, mais ça permet aussi parfois de faire des actions concrètes, plus de conversion, comme je le dis, quand elles sont spécifiques. À savoir par exemple les jeux concours ou éventuellement les publications de commerciales qui permettent voilà, d'obtenir, de mettre un focus sur une vente ou un avantage concurrentiel. Donc pour le coup, attention avec le SMO parce que ça peut prendre beaucoup d'énergie, ça peut prendre beaucoup de temps, c'est long de se constituer des communautés et ça peut donner des résultats plus ou moins bons. Alors bon, je l'entends en conversion. Le SMO, c'est très important de le faire à l'année longue, mais effectivement, il ne faut peut-être pas s'attendre à avoir de la conversion directe à partir de là. Quatrième élément, le SMA. Alors là, c'est l'extension du SMO. D'ailleurs, au départ, ce n'était pas possible de mettre de l'argent dans les régies publicitaires pour avoir des boosts sur les réseaux sociaux. Mais le SMA, il joue à deux niveaux, que ce soit en boost de publication, qu'on veut que les personnes le voient un petit peu plus, mais également sur une stratégie intrinsèque, dans un côté un petit peu via le Business Manager, le dark web en tout cas, faire en sorte qu'on crée des campagnes et que ça n'ait pas forcément d'incidence avec la page. Alors oui, il y a plein de stratégies de SMA. Je vous reporte un petit peu sur les publications, les vidéos qu'on a faites sur le SMA, ainsi que la vidéo que Florian a fait il y a quelques jours. Pour le coup, le SMA, c'est une vraie stratégie. Il faut faire attention. On va essayer d'introduire tous les niveaux du tunnel au niveau du SMA pour éviter de trop mettre d'argent sur des choses qui ne seraient pas rentables. Donc, notoriété, considération, conversion. Dans le SMA, ça peut se mettre en place sur les campagnes. On a cette expertise-là. Encore une fois, je le reprécise, la landing page est indispensable, mais les créas également en SMA évidemment, parce que pour le coup, les SMA, c'est vraiment quelque chose qui est en lien avec le clic. Donc, si la créa visuelle, elle n'est pas belle, elle n'est pas activable, bah, elle ne va pas donner un taux de clic important et donc la campagne peut être super bonne, ça ne donnera rien. Nouvel élément, nouvelle considération, j'en perds mon latin, la création de communautés en ligne. Alors là, vous allez me dire, oui mais c'est quoi, comment ça se fait, etc. Il y a des communautés partout. Il y a des communautés qu'on peut créer sur WhatsApp, il y a des communautés qu'on peut créer sur Discord, il y a des communautés qu'on va créer spécifiquement dans des groupes Facebook. Et le fait de les animer et leur proposer d'interagir tous ensemble va vous permettre d'avoir une visibilité accrue, supplémentaire, à condition que vous exprimiez les règles, comment ça fonctionne, que vous expliquiez aussi à chacun comment ils doivent se comporter et que tout le monde joue le jeu. Parce que si ça ne joue pas le jeu, bah, la communauté est morte et elle n'a pas de grand intérêt à fonctionner et à s'entraider entre elles. Donc la communauté est très importante pour créer un boost de plus de visibilité ou plus de viralité. Mais le souci, comme je le dis, c'est que parfois certains ne jouent pas le jeu et dans ces cas-là, il faut vraiment les segmenter. C'est un peu comme l'emailing. Si vous envoyez des emails à des gens qui n'ouvrent pas ces emails, vous avez un très mauvais taux de délivrabilité et donc ça ne sert à rien de les envoyer puisque Google se pose la question est-ce que vos mails sont vraiment pertinents. C'est un peu la même chose sur les communautés qu'on peut créer par ailleurs. Nouvel élément, le netlinking. Très important le netlinking quand on lance un site web. C'est du SEO certes, mais ça va aussi vous aider tout simplement à avoir plus de conversions si jamais vous êtes lié avec d'autres sites vraiment pertinents. Ça, on le voit dans Google Analytics, on le voit aussi dans les liens sur la Search Console. Et pour le coup, le netlinking, il faut le créer, il faut le gérer et ça prend aussi pas mal de temps parce qu'il y a les annuaires certes, mais il y a plein d'autres sites qui peuvent être partenaires, les guest posts, un ensemble de choses comme ça qui prennent du temps et qui vont vous permettre par contre de rentrer un petit peu mieux dans les SERP de Google et donc d'avoir des positions qui sont un peu plus haut par le temps.
Nouvel élément, le marketing de contenu. Alors là, j'aurais pu l'associer au SMO tout simplement. Ça, c'est notre spécialité, le marketing de contenu. C'est concevoir des contenus créatifs, mais qui sont pédagogiques aussi et qui permettent d'engager le client ou le prospect dans une autre démarche que juste la démarche commerciale. C'est se poser la question, qu'est-ce qui va intéresser mon prospect ou mon client et lui donner à lire ou à consommer ce contenu pour que justement il apprenne quelque chose et qu'au fur et à mesure du temps, il soit de plus en plus intéressé par votre marque peut-être ou vos produits, ou peut-être pas, mais en tout cas ça aura fait du contenu brandé aux couleurs de votre marque, de votre agence. Et pour le coup, c'est toujours bénéfique parce que ça se dilue partout sur le web à votre couleur, donc votre nom aussi est dilué et ça se transmet beaucoup plus qu'un simple logo ou l'identité graphique par exemple. Autre élément, tout à l'heure j'en ai parlé, l'email marketing et le marketing automation, très important, on va beaucoup l'utiliser en digital. Il y a deux stratégies là-dessus. Soit une base de données prospect. Attention, il faut créer évidemment un formulaire et que les gens puissent s'inscrire dessus pour que vous puissiez lui envoyer. Dans ces cas-là, oui, ça peut être utile de faire de l'email marketing. Il va falloir définir la fréquence, il va falloir définir qu'est-ce qu'on y met dedans et comment et pourquoi les gens pourraient venir à vous contacter suite à cet email marketing. Dans un deuxième temps, il peut y avoir, j'ai dit il y avait deux stratégies, je ne sais pas si vous avez suivi. Dans un deuxième temps, il peut y avoir l'emailing qui va être envoyé à des clients déjà existants. Et là, vous avez le droit, dans les 3 ans après la première prise de contact, à envoyer justement à ces bases de données clients des emailings. Là encore, il faut choisir l'orientation et la proposition de valeur qui sera proposée justement dans l'emailing ou le marketing automation. Les deux se faisant, il y a plein de logiciels qui se font. Nous, par exemple, on met en place des landing pages et de l'activation via Brevo, mais vous avez aussi Mailjet, vous avez Sendinblue, vous en avez plein. C'est pas ça qui manque et c'est rendu un petit peu plus facile et accessible aujourd'hui le marketing automation. Autre élément, toujours sur les réseaux sociaux, mais une activité spécifique aux réseaux sociaux, le social selling. Alors le social selling, c'est rentrer en contact avec des personnes qui pourraient être intéressantes pour vous, qui pourraient vraiment vous apporter quelque chose et pour le coup, espérer avoir des retours sur investissement de cette prise de contact, de cette prise de connaissance et le fait de se dire peut-être que cette personne pourra être client un jour. Le social selling, ça peut être très long. Honnêtement, on passe quand même beaucoup de temps à engager avec ces communautés. Comme ça peut être très rapide si la personne vous suit de manière régulière et qu'elle voit que vous avez du marketing de contenu et un SMO de qualité. Moi, j'ai beaucoup de gens qui me recommandent, alors que j'ai rencontré à un moment donné quand même dans la vraie vie, mais avec qui je régulièrement reprends contact sur les réseaux pour justement avoir du social selling. Autre élément d'acquisition d'un point de vue digital de nouveau, les programmes d'affiliation. Alors, les programmes d'affiliation, il y en a plein, les plus connus étant Vinted ou Boursorama. Vous connaissez, je pense, c'est pouvoir dédommager les personnes qui recommandent votre client, futur client, par un avantage concurrentiel. Autre élément digital, les webinaires. Alors en B2B, ça se fait beaucoup. Organiser des webinaires pour avoir une thématique abordée avec les personnes qui vont s'inscrire et démontrer un petit peu votre expertise en gratuit, un pourcentage et l'intérêt qu'il pourrait avoir à travailler complètement avec vous. Dernier élément digital, les programmes ambassadeurs. Très important, on l'avait vu dans les vidéos quand j'ai parlé du tunnel à RRR. Le R de referral, c'est le R de referral en anglais, donc d'ambassadeur. Pour le coup, il faut avoir des ambassadeurs qui vont après vous coopter et vous permettre d'avoir des clients directement. Voilà pour les canaux digitaux. Pour le coup, on pourrait citer le gros hacking. J'en fais une vidéo spécifique, j'en ai déjà fait dans le passé, mais je vais en faire une bientôt. Pour le coup, on en reparlera aussi en formation avec l'augmentation de CA, mais spécifique au gros hacking. Ce sont des activités spécifiques un petit peu à l'extérieur des canaux d'acquisition classique. Alors, on en arrive aux canaux physiques. Pour le coup, là, je vais vous reciter ce que j'ai enseigné pendant des années en commercial. Il faut évidemment des canaux d'acquisition dans un plan d'action commercial, mais pour le coup, je vais vous les citer, ces canaux physiques. Évidemment, ça jumelle un peu le commerce avec la com traditionnelle. Et évidemment, il faut en avoir aussi au moment où on lance un projet ou une nouvelle stratégie. D'abord, les relations presse, RP en anglais. Donc là, il y a deux options. Soit on le fait soi-même avec des communiqués de presse qu'on envoie à des adresses spécifiques, soit soit on fonctionne directement avec une attachée de presse. Alors ça coûte forcément plus cher. J'ai eu l'occasion de le faire moi il y a quelques années, justement à l'époque où je faisais de la production de spectacles vivants. Alors j'avais plein de canaux d'acquisition, mais un des éléments que je voulais, c'était avoir de la presse.
à la fois de la presse locale et de la presse digitale, et le faire moi-même tout seul. La deuxième année, la première année ça avait bien fonctionné, la deuxième année ça marchait moins bien, j'avais quelques petits sites qui parlaient de moi mais rien de gros, donc au bout d'un moment je me suis dit bon, il faudrait peut-être que je passe par une attachée de presse. Ça avait un coût, je crois de mémoire 1500 $, puisque c'était à Montréal. Bon, j'avais réfléchi et je m'étais dit en même temps ça m'ouvrira sans doute plusieurs portes. L'attaché de presse a envoyé 2 fois mon CP que j'avais déjà fait. Bon, elle m'a donné quelques conseils pour le réajuster. Et une semaine après, il y a Radio-Canada qui nous appelait directement. Donc Radio-Canada, il faut savoir que c'est le média numéro 1 au Canada. Et ils nous ont proposé de venir parler directement du projet qu'on avait en place, directement dans l'émission la plus écoutée du Québec, d'une manière générale, un vendredi matin avec une des actrices. Donc j'étais ravi et pour le coup, ça avait largement dédommagé le coût des relations presse. Mais effectivement, ça ne marche pas à tous les coups. Comme n'importe quelle stratégie, ça aurait pu ne rien donner. Donc pour le coup, là, c'est vous qui choisissez. Évidemment, nous, on n'est pas spécialisés là-dedans, mais les relations presse sont importantes et utiles. Le offline advertising. Offline advertising, tout simplement, c'est comme les displays sur le web, sauf que cette fois-ci, c'est dans la vraie vie. Et pendant des années, on n'a fait que ça. Que ce soit de l'affichage en extérieur, sur les bus, au cinéma, bref, vous avez tout ce qui n'est pas digital et qui est de la publicité, oui. Forcément, c'est nécessaire parfois. L'inconvénient, c'est que c'est moins ciblé peut-être que la communication digitale, mais ça touche un plus large public. Et parfois des cibles qu'on n'avait pas identifiées d'ailleurs, parce que pour le coup, dans les éléments digitaux, on précise nos personas, hein, alors que dans l'affichage extérieur, au cinéma et autres, alors on peut avoir des intentions spécifiques. Hein. Par exemple, vous dites je vais payer un cinéma uniquement pour des pubs à destination d'un jeune public, vous segmentez un petit peu, vous voyez, vous sélectionnez. Par contre, dans la rue, à part les quartiers, on peut pas faire grand chose. Pour le coup, ça a quand même un petit peu progressé, notamment dans tout ce qui est publicité télévisée et radio, qui aujourd'hui sont segmentables et un peu plus qu'avant dans le passé, donc ça a quand même progressé. Ça reste un coût d'acquisition qui est assez cher, mais c'est un coût d'acquisition qui gagne fortement en notoriété de marque. Donc quand on a un projet très ambitieux, c'est peut-être utile de le mettre en œuvre. Autre élément, le co-branding qui va fonctionner avec le cheval de Troie. Là, pour le coup, je vous donne un exemple tout con. Quand on a des produits, faire un partenariat avec une autre marque à des produits, vous donnez des produits en échantillon l'un l'autre, vous glissez le produit dans un sac, en l'occurrence les sacs pour vos clients, et vous dites je mets un petit échantillon de notre partenaire en même temps que la personne fait son achat, ça passe tout seul. Pourquoi ça s'appelle le cheval de Troie? Tout simplement parce que le client sera d'un seul coup amené à découvrir un autre produit, donc pour la marque c'est l'occasion d'arriver dans une autre cible qui elle est déjà existante au nom du partenaire en question. Donc c'est quand même plutôt pas mal le cheval de Troie, ça permet quand même d'avoir une acquisition spécifique avec une nouvelle cible et directement un partenariat qui ne coûte pas grand chose au final en co-branding. Mais le co-branding peut se faire de cette manière-là, tout comme il peut se faire aussi sur des associations de marques en visibilité uniquement sur les réseaux, tout comme il peut se faire sur la création de produits aussi à plusieurs. J'ai été chez Couche-Midi pendant plusieurs années et je peux vous dire, ce sont les pros, les champions du co-branding. Ils ont fait des associations avec Jean-Paul Gaultier, avec Chantal Thomas, avec énormément de marques pour justement aller chercher les cibles de ces autres marques. Les salons, les events, alors là, les salons, évidemment, ça marche ou pas, pour le coup, peut-être de moins en moins, il paraît, de ce que j'entends, mais ça permet d'avoir une vitrine, une exposition justement sur l'extérieur et que les gens puissent vous trouver directement. Problème des salons, c'est que c'est une logistique qui demande beaucoup d'organisation à préparer en amont, pendant et après, et pour le coup, il ne faut pas hésiter justement à avoir une vraie stratégie de préparation et de comment est-ce qu'on organise le tout via les gens déjà qui sont en place, via les visiteurs qui vont venir et une stratégie de communication qui soit très intense pendant toute la période pré-salon, salon et post-salon pour avoir le maximum de rentabilité et de retour sur investissement tout simplement. Autre chose, les réseaux d'entrepreneurs. Pour le coup, réseauter est indispensable, que ce soit une petite ou une grande entreprise, et les réseaux d'entrepreneurs sont une bonne façon de trouver des nouveaux leads et de la cooptation. Et pour le coup, par exemple, nous on fait partie de 4 grands réseaux d'entrepreneurs et on les voit régulièrement pour justement se rappeler à nous régulièrement et aussi tout simplement entretenir des réseaux d'affaires qui nous permettront parfois de coopter ou parfois d'être cooptés comme nous on le fait. D'ailleurs, je vous invite si vous êtes sur la région toulousaine, à découvrir le réseau Sprit Connexion, qui est le réseau que l'on a créé il y a 2 ans, qui fait déjà partie d'une 30aine d'inscrits et on se rencontre tous les 2 mois justement autour d'une bière ou d'un spritz, comme le dit son nom, pour justement
réseauter entre professionnels dans la bonne humeur. En plus, la communication qu'on fournit est gratuite et elle permet juste sur inscription d'avoir une visibilité supplémentaire sur le site du Spritz Connexion, donc je vous invite à aller le dire. Autre élément de levier d'acquisition, le pop-up store. Alors le pop-up store, c'est indispensable quand on a des produits, ou en tout cas d'avoir un moyen d'afficher ces produits ou faire des événements en magasin. Évidemment qu'aujourd'hui, à l'heure du digital, c'est difficile de tous ceux qui vendent des produits de ne pas avoir de point de vente. On n'est pas obligé de prendre un local systématiquement, mais il va falloir multiplier les lieux. Le pop-up store est une bonne option, les marchés créateurs, tous ces éléments-là, et les événements en magasin aussi, évidemment. Allez, je termine par l'omnicanal, sinon ça va être trop long, même si potentiellement vous pouvez vous dire que toutes les actions physiques se jumellent avec des actions digitales. Je vais venir justement déjà sur l'événementiel. L'événementiel, il peut être en ligne ou en présence, ou il peut être créé des deux manières que ce soit, c'est-à-dire dans une salle et en même temps retransmis live. Il peut y avoir plein de choses à imaginer à ce niveau-là. Il faut savoir que non seulement l'événement peut être en ligne, mais il demande aussi de l'animation et de la communication de manière régulière. Donc pour le coup, il faut des modérateurs, il faut des personnes qui vont techniquement se permettre d'avoir un événement qui soit les deux. Et pour le coup, l'omnicanal permettra de bénéficier d'une plus grande amplitude et d'une plus grande portée. Autre chose, les inaugurations, très important. Les inaugurations, on va en faire quand on a un point de vente ou un lieu spécifique, et évidemment qu'on va le faire de manière classique, en présentiel, mais également via le relais des réseaux sociaux. Donc pour le coup, que ce soit pour les invitations, mais même pour les lives ou les moments où vous allez animer ces inaugurations, c'est vraiment très important de pouvoir travailler ça au mieux. Et évidemment, le mieux, parce que là j'arrive déjà à mes 20 canaux d'acquisition si vous avez compté, le mieux c'est quand même d'imaginer le parcours client complètement omnicanal et donc de jumeler les canaux d'un point de vue digital et physique. Alors ça c'est le must, puisque si je reprends ici tout ce que j'ai listé auparavant, tout est activable à deux niveaux en fait en quelque sorte. C'est-à-dire que vous pouvez proposer de créer une communauté en ligne digitale et de vous rencontrer parfois dans le réseautage. L'inverse est aussi possible. Vous rencontrer sur un salon et proposer de maintenir la relation dans justement cette communauté créée, mais même encore, la personne que vous aurez rencontrée sur le salon, vous pouvez lui proposer de faire un lien d'affichage entre vous deux sous forme de netlinking entre vos deux sites. Enfin, tout est activable d'une manière générale aujourd'hui en omnicanal, ce qu'on va appeler le phygital, et il ne faut pas hésiter justement à le travailler parce qu'on est en 2024 et donc tout change sans arrêt et le maximum de points de contact qui vont être justement spécifiques et qui vont vraiment permettre à votre utilisateur de vous trouver en bout du compte sera le mieux pour espérer avoir de la conversion en bas de funnel. Voilà, ça fait beaucoup. Je m'imagine bien que ça vous paraît peut-être difficilement activable. C'est aussi pour ça qu'on a décidé il y a quelques semaines maintenant de créer nos premiers programmes de formation en ligne. Donc je vous invite aussi à les consulter bien entendu, puisque par thématique, on vous propose diverses solutions justement pour monter en compétences et essayer aussi de tout simplement créer et faire les choses par vous-même. On met les meilleures compétences dans l'agence sur chaque point et sur chaque volume de formation. Donc c'est quand même super d'avoir l'occasion de vous tester grâce à ces modules de formation. Je vous rappelle que je suis Cyril Carr, je suis le fondateur et le dirigeant de l'agence Cyril Digital et je me permets justement de faire de la prestation de service avec tous mes clients, mais également de la formation professionnelle. D'une manière générale, ça fait plus de 15 ans aujourd'hui que je suis en formation, que ce soit dans les organismes de formation et dans les écoles. Et là, justement, on a aussi lancé dernièrement notre propre organisme de formation. Donc, si vous ne souhaitez pas passer les formations dont je passe là il y a quelques secondes, eh bien, venez les faire directement, sans visio, sans présentiel chez nous. On est habilité Calliope, donc on a toutes les chances justement de pouvoir vous proposer la formation qui vous convient en termes de marketing digital. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous en avez appris beaucoup et je vous invite à nous suivre comme d'habitude sur les réseaux sociaux, celui de votre choix, YouTube, mais également Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, ce que vous voulez. Et je vous dis, comme d'habitude, à très vite pour de nouvelles aventures. Salut, bye!